région des Grands Lacs a enregistré au cours de ces dernières années de longues périodes de conflits. Et cette situation a engendré des conséquences majeures dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les tissus économiques et sociaux, socle du développement d'une nation, ont été les plus fragilisés. Envisager une reconstitution post-conflit se révèle être alors une meilleure option pour sortir de ce gouffre. Comment s'y prendre? Comment y arriver? Telles sont les questions qui s'invitent à la table. Pour éradiquer ces fléaux qui ravagent toutes les couches de la population, la célèbre phrase « Tout ce qui est pour moi, sans moi et fait contre moi » revêt tout son sens. L'implication des victimes directes, que sont les populations civiles dans ces conflits, se révèle indispensable dans la gestion et la résolution de ces derniers. En avant donc pour la marche vers la reconstitution. Et comme la nature fait bien les choses, à Bukavu, le VLIR UOS, une organisation belge qui soutient les partenariats entre universités et hautes écoles à la recherche des réponses innovantes aux défis mondiaux et locaux en Flandre et dans le Sud, entrevoit un partenariat avec l'Université catholique de Bukavu, UCB en sigle. Le VLIR met alors en place un programme de coopération universitaire et institutionnelle entre l'UCB et les institutions flamandes. C'est le début d'une dizaine d'années de coopération. À l'issue de ce partenariat, plusieurs projets de coopération voient le jour et des dizaines d'enseignants bénéficient des bourses pour parfaire leur formation et l'institution se voit être renforcée de façon remarquable. À travers divers projets de recherche et de développement dans le domaine de l'agronomie, de la gestion de ressources minières et de la santé, le programme impacte la vie de plusieurs communautés. Le changement se rend visible. Une satisfaction qui laisse sans mots les bénéficiaires de ce programme. Tout au long de ce documentaire, l'on voit l'évolution significative d'une institution et des hommes debout et une université plus forte. Le programme prend fin, mais ses fruits demeurent. Du haut des lacs et des montagnes, une lumière continue de luire. Attisons-la ardemment afin qu'elle brille de mille feux et qu'elle éclaire la région des Grands Lacs et le monde entier. Une coopération institutionnelle universitaire ou bien une CUI, c'est une coopération entre une université d'un pays partenaire, et dans ce cas-ci, c'est donc la RDC, ensemble avec plusieurs universités de la Flandre ainsi que de hautes écoles flamandes. Le but, en fait, c'est de renforcer l'université du pays partenaire, et dans ce cas-ci, c'est donc l'Université catholique de Bukavu. C'est donc de les accompagner à renforcer leurs capacités institutionnelles et individuelles pour qu'ils puissent être renforcés aussi dans leur rôle qu'ils jouent dans leur environnement. Et donc ça se fait au niveau de trois volets essentiellement, donc ce qui fait aussi leur triple mission. C'est donc au niveau d'éducation, au niveau de la recherche et au niveau du service à la société. Et le programme de coopération institutionnelle est essentiellement divisé en deux parties. Donc il y a une partie de renforcement institutionnel qui se traduit par un projet transversal institutionnel, et donc qui est là pour renforcer certains volets que l'université demande de renforcer. Par exemple, un service de coopération internationale, avoir plus de visibilité, du soutien dans la gouvernance universitaire, le renforcement de nouvelles technologies, etc. Donc c'est vraiment transversal pour renforcer l'aspect institutionnel. Et donc, à part ça, il y a aussi des projets thématiques, et ça c'est plutôt des projets de recherche et d'éducation qui sont en lien avec la société, et donc dont le but final est d'être un acteur de changement et un moteur de développement pour la région dans laquelle l'université se trouve. Donc dans ce cas-ci, l'UCB est donc censé d'être un moteur de changement à travers ce programme pour Bukavu et ses environs. Le programme était une initiative du VLIR d'avoir de nouveaux
de nouvelles initiatives de longue durée. Et donc, à un moment donné, le VLIR-UOS a proposé à des universités de formuler des programmes. Et parmi les diverses universités congolaises qui ont été approchées, l'UCB était parmi elles. Je me rappelle qu'il y a eu une mission de ces universités ici pour voir comment on pouvait se mettre avec des partenaires belges. En ce moment-là, donc, on a formulé de façon définitive le programme qu'on voulait entamer. Et tout ceci a été soumis à l'appréciation et à l'évaluation du VLIR, qui finalement a sélectionné 3 universités. L'UCB, il y avait l'université de Kisangani, il y avait aussi l'université catholique de Kinshasa. Donc nous avons été heureux d'être parmi les 3 institutions qui ont été sélectionnées pour le Congo. Ces programmes de coopération institutionnelle universitaire étaient de pouvoir mettre en place un cadre de recherche essentiellement sur les problématiques post-conflit dans la province du Sud Kivu. Et les points qui ont été choisis pour cette recherche, c'est les domaines agronomiques, les domaines socio-économiques, essentiellement les mines, et les domaines de la santé. Mais plus tard, nous avons ajouté également notre objectif de renforcement institutionnel de l'université. Nous avons en charge la gestion administrative et financière du projet et nous avons été impliqués depuis le début en fait dans la CUI. Pour résumer un petit peu notre rôle, en fait, nous faisons en sorte que les activités scientifiques et la mobilité puissent se faire d'une façon la plus facile et souple possible, tout en respectant les règles financières et administratives du VLIR-OS, de la KU Leuven, mais également de l'UCB. Et nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues de l'UCB, de la cellule de gestion. Alors, la cellule de gestion du programme a été mise en place pour donner un appui logistique, pour donner un appui administratif, pour donner un appui financier au groupe des chercheurs, aux différents sous-projets qui sont dans le programme. Et donc, la cellule de gestion est composée du gestionnaire de programme. Il y a un comptable, il y a un secrétaire et il y a aussi un chauffeur. Donc, le gestionnaire de programme a pour mission de coordonner les différentes activités qui doivent avoir lieu dans le cadre des recherches. Il y a le comptable qui assure le suivi financier direct et il fait aussi la caisse, donc il doit assurer que les différentes activités, lorsqu'elles doivent être réalisées sur le terrain, les moyens, les fonds soient disponibles. Il doit aussi assurer l'enregistrement des dépenses et le suivi des comptes en banque. Il y a aussi un secrétaire qui tient le compte rendu de réunion, mais qui se charge aussi de l'enregistrement, des suivis des pièces justificatives, de faire les inventaires de tous les matériels qui appartiennent au projet et des moments opportuns de les envoyer à la KU Leuven où se trouve une autre équipe financière qui assure le contrôle au second niveau. En ce qui me concerne, je m'occupe surtout de la planification annuelle des activités et des rapports narratifs annuels, mais j'organise également des réunions de gestion, de comités de pilotage divers et je suis en charge également d'établir le rapport. I basically focus my work on all the financial transactions necessary for this cooperation between KU Leuven and UCB. I monitor all the activities, the related expenses, the justification pieces necessary for financial reporting. And I have done this the past 10-12 years in close collaboration with our colleagues at UCB, at the Cellule de Gestion. My work focuses on all financial transactions necessary within this collaboration between KU Leuven and UCB. So I monitor all the expenses done
by the partners in Belgium and also those at UCB Congo. I check the related justification documents, and together with our colleagues at the Cellule de Gestion, we compile the yearly financial report for the donor, FLIR-OS, according to the guidelines. And we have done so the past 10-12 years in very close collaboration. Je suis convaincu que la CEI est venue à un point, vraiment à point nommé à l'UCB. Je ne sais pas ce que nous serions devenus à l'UCB sans la CEI. Vous savez que l'UCB a évolué dans un contexte très difficile. Il y a eu les guerres de l'Est de la République du Congo. Et d'ailleurs, c'est naturel que le thème majeur de la CEI a été la constitution de centres d'expertise dans un contexte de recovery après des guerres. Et donc, il y a eu beaucoup de difficultés pour l'université. D'ailleurs, à un moment donné, l'université avait même perdu sa population estudiantine. Les chercheurs n'étaient pas très motivés. Et donc, la CEI est venue vraiment à point nommé pour renforcer l'institution. Et je crois qu'on en voit les résultats quand on voit le nombre de gens qui ont été formés, quand on voit les recherches qui ont commencé dans les 3 projets que nous avons eus. Je crois que ce n'était pas seulement une planche de salut, c'était vraiment, comme on dit, c'était une sorte de miracle, si vous voulez, pour l'UCB, quoi. Je pense que nous avons enregistré des résultats intéressants. D'abord, on a pu réaliser des recherches, justement, sur les potentialités de l'agriculture dans la région post-conflit pour nourrir les milliers d'âmes qu'il y a maintenant dans la province. On a examiné là-bas la question essentielle de la fertilité des sols et comment pouvoir remédier aux difficultés liées à cela. Il y a eu également des recherches dans le domaine socio-économique pour les mines. Beaucoup de publications ont été réalisées en ce qui concerne la situation de creuseurs, surtout les artisanaux, et tous les phénomènes sociaux aux alentours de milieux de creusage artisanal de mines. Et dans le domaine dans le domaine médical, le domaine de la santé, il y a eu également beaucoup de recherches sur les maladies essentiellement non transmissibles, comme l'hypertension et le diabète dans nos milieux ici, avec aussi des publications. Mais il y a eu à côté de cela aussi la formation des formateurs dans le sens de la relève académique. On a produit des docteurs à thèse dans les 3 domaines agricoles, d'agronomie, dans le domaine divers, économie, droit, mais autour de la socio-économie des mines, et des docteurs à thèse dans le domaine de la médecine en tant que formateur et en tant que clinicien. Mais un autre résultat intéressant qu'on peut mentionner, c'est la contribution essentielle au renforcement institutionnel de l'université, essentiellement du point de vue de la coopération, du développement des projets de recherche, mais également du point de vue de l'amélioration des outils de management tels que la planification stratégique avec des outils notamment de traçabilité des opérations financières de l'université. Bien sûr, au cours d'une dizaine d'années, il y a eu énormément de résultats. Et je voudrais épingler en particulier les résultats obtenus sur le plan scientifique, et en particulier la formation d'une dizaine de docteurs, de PhD sur les fonds du VLIR-UOS, ainsi que 5 doctorats qui ont bénéficié partiellement du financement du VLIR. Cet investissement humain est évidemment une des garanties pour la pérennisation des acquis, puisque certains de ces docteurs pourront rejoindre le cadre académique de l'UCB. Il y a eu aussi des masters qui ont été obtenus grâce au financement du VLIR, et là aussi, je pense que c'est un investissement humain qui est très valable. Je pense qu'une des forces du projet, c'est qu'il y avait sur le plan scientifique 3 grands domaines, la santé, l'agriculture
et les mines, et que bien sûr, il y a un gros potentiel, surtout pour l'avenir, d'interaction entre ces trois domaines, les effets de la mine sur la santé, les implications au point de vue agricole. Et donc je pense que pour l'avenir, il faudrait capitaliser sur ces trois piliers en essayant aussi de collaborer avec des pays du Sud qui font face au même genre de défis, parce que ce n'est pas que au Sud Kivu que ces problèmes se posent, mais ils se posent dans beaucoup d'autres régions du Congo, mais aussi de l'Afrique en général. Les relations entre les industries, donc les grandes entreprises minières et les communautés locales, on a approché ça d'une façon juridique, mais aussi regarder les aspects économiques, sociologiques, anthropologiques. On a travaillé sur les liens entre l'exploitation minière et l'agriculture. On a travaillé sur l'exploitation de l'or dans le parc de Kahuzi-Biega ou d'Itombwe. L'impact de l'exploitation minière sur les autres ressources comme les forêts, l'air, l'eau, etc. Sur l'utilisation du mercure dans l'exploitation de l'or. Voilà, beaucoup de différentes thématiques, les conflits autour du site minier, les minerais de conflit, l'impact des mécanismes de traçabilité, de certification. Donc vraiment un éventail de thématiques, mais toujours liées à la gouvernance des ressources minières, bon, je dirais naturelles aussi, parce que de plus en plus on regarde aussi les liens avec l'eau, les forêts. Voilà, c'est ça. Nous pouvons dire qu'une des grandes réalisations a consisté justement à pouvoir assurer la formation de beaucoup de membres de notre personnel au niveau spécialement du CGMI. Nous avons financé entièrement les doctorats de 4 de nos chercheurs, dont 3 ont déjà défendu leur thèse de doctorat, et la 4e personne, Madame Francine Iraghi, est sur la bonne voie. Nous espérons que d'ici là aussi elle pourrait défendre sa thèse de doctorat. Mais au-delà de ça aussi, nous avons financé des programmes de maîtrise pour 4 de nos chercheurs. Et donc ça, c'est une première grande réalisation. Au-delà de ça aussi, il a fallu faire de la recherche, et c'est vrai qu'une bonne partie du budget a été orientée essentiellement dans le financement des recherches de personnes qui étaient en formation. Mais en plus de ça aussi, nous avons fait d'autres recherches qui ont permis la publication de beaucoup d'articles au niveau international et même au niveau national aussi. Et donc voilà. Et au-delà de ça aussi, nous avons amassé pas mal d'informations sur le secteur minier que nous mettons à disposition des chercheurs, membres du centre et d'autres personnes extérieures qui en font la demande. Et donc ces informations, les articles évidemment sont publiés sur notre site, mais nous sommes aussi, nous avions déjà alimenté, disons, le Dropbox en beaucoup d'informations, disons, grises ou non encore traitées, mais qui sont de grande valeur. Et nous sommes en train de voir comment on pourrait améliorer justement la gestion de notre site pour pouvoir faciliter encore un peu plus d'accès à cette masse d'informations qui ont été collectées dans le cadre du projet. Bon, d'abord je dois dire qu'en ce qui concerne la relève, nous avons eu 6 laboratoires qui sont opérationnels. Ensuite, nous avons eu des masters, nous avons eu aussi des PhD.
Donc, la contribution pour l'UCB, à mon avis, c'est sur deux plans. Il y a le plan investissement et capacité technique pour faire des analyses des sols des plantes afin que les scientifiques de l'UCB puissent donner des recommandations ponctuelles aux paysans sans être obligés d'envoyer les échantillons vers des autres pays. Deuxième plan, c'est la formation des jeunes qui prennent, après avoir obtenu leur degré, leur doctorat, qui prennent des positions soit à l'UCB, soit dans des organisations où on travaille avec les paysans ou avec un institut du gouvernement comme l'INERA par exemple. Donc ça pour l'UCB. Donc l'UCB, avec ça, gagne un peu de visibilité avec les gens qui doivent en profiter, dans ce cas les paysans. Pour le moment, il y a des essais qui sont en cours dans le Kivu Sud en collaboration avec une société anglaise et le but de ce projet, c'est le développement d'un instrument portable, bon marché, basé sur les rayons infrarouges qui nous permettent de diagnostiquer le diabète sucré sans une prise de sang. Et c'est très pratique, surtout dans des situations non optimales, comme dans des villages bien éloignés de Bukavu. Le projet 4, qui est encore dit projet de renforcement institutionnel, est la quatrième composante du programme de coopération universitaire institutionnelle. Sur le plan de la visibilité, c'est à travers le projet 4 que nous avons développé le site web de l'université dans sa version actuelle, parce qu'il y avait également parmi les activités la mise en place d'un site web qui correspond aux standards modernes en matière de communication au niveau de l'université et qui soit également en anglais. Nous avons non seulement renforcé les outils de communication en termes d'équipement, mais nous avons également organisé des formations sur le renforcement des capacités. Et ces formations ont été bénéfiques aux acteurs précisément du service informatique et du service de la coopération internationale, notamment en termes de rédaction de projets, également en termes de préparation et d'arrimage au LM2, ainsi qu'en matière d'informatique, l'adaptation du service de nos agents à certains outils modernes en matière de programmation, en matière également d'évaluation des enseignements. Nous avons non seulement réorganisé les systèmes de communication, mais nous avons assuré au plus haut point la visibilité de l'université, qui a été classée à 2 reprises, notamment en 2019 et en 2020, meilleure université de la République démocratique du Congo, parce qu'il fallait également améliorer le ranking de l'université. Et cela à travers plusieurs outils de communication que nous avons développés, des outils en ligne comme sur support écrit, notamment le prospectus, qui est une brochure de présentation de l'université et qui comprend l'ensemble des services, des offres de services que nous offrons en termes d'enseignement, de recherche et des services à la communauté. Nous avons développé des flyers, des dépliants. Nous avons également développé une influence majeure sur les internautes de la région et d'ailleurs en matière de gestion des réseaux sociaux. Et donc, on a implémenté notre stratégie de communication en passant par les différents outils de communication modernes et qui sont reliés directement au site web. Avant, on avait difficile à travailler avec des machines qui n'étaient pas adaptées avec notre logiciel de gestion académique GP7. Alors, dès que nous avons reçu les machines dans le cadre du projet P4, nous avons eu des machines adaptées qui nous ont permis de gagner le temps. Donc, nous avons gagné en termes de productivité. La bibliothèque centrale de l'Université catholique de Bukavu a reçu
2 ordinateurs. Ces 2 ordinateurs maintenant nous aident à être performants dans les travaux que nous faisons. Parce que nous parvenons maintenant à imprimer et à saisir les catalogues et les dispatcher dans des différents sites où la bibliothèque centrale est représentée. Nos étudiants accèdent facilement à la documentation enregistrée dans ces machines et peuvent nous poser des questions pour savoir réellement quel est le contenu de la bibliothèque. Les enseignants passent aussi donc bien pour consulter les mêmes ordinateurs et trouver la documentation dont ils ont besoin. Les étudiants, quant à eux, donc bien, restent dans la salle de lecture où ils consultent les vieux ordinateurs qui avaient été remplacés par ceux donnés par le projet VLIR. Les risques étaient plutôt beaucoup plus liés au contexte sociopolitique de la région. Déjà que la conception du programme lui-même s'est fait dans une zone post-conflit où les conflits étaient encore perceptibles dans beaucoup de zones et les travaux sur terrain ont pu parfois être handicapés par des vestiges de conflits et même parfois des conflits latents qui n'ont pas été complètement éradiqués dans notre zone de travail. Il y avait par moments des risques d'incompréhension avec les acteurs qui collaborent au projet en termes de compréhension sur les attentes des uns et des autres. Et on a vu par moments des situations où les paysans ou les producteurs avec qui on collaborait, ou même des chercheurs des autres institutions, des acteurs de la société civile qui ont eu parfois de mauvaises interprétations de projets qui sont par moments habitués à des projets de développement avec des fonds alloués aux activités d'action dans leur milieu. Les projets ici étaient principalement un projet de recherche et par moments les facilités budgétaires qu'on retrouve dans des projets d'action ne sont pas les mêmes avec les projets de recherche et il fallait beaucoup d'efforts, beaucoup d'interactions pour expliquer que les projets de recherche n'avaient pas les mêmes facilités et cela était à la base de la difficulté de trouver des acteurs qui sont suffisamment engagés à travailler avec nous comme chercheurs dans leur milieu réel alors qu'on n'avait pas de budget conséquent pour allouer aux activités d'action ou de développement dans leur milieu respectif, si bien que par moments on paraissait comme des acteurs non confiants parce qu'on ne proposait rien en termes d'action après nos activités de recherche. On a constaté que progressivement les gens commençaient à prendre goût comment valoriser les ressources disponibles, pas nécessairement les engrais chimiques ou bien les engrais minéraux, mais voir, on les a stimulés, comment tout ce qu'ils ont comme déchets résidus des cultures, comment ils peuvent valoriser ça. Le problème, il y a eu dans le cas de la gestion des maladies, des nouvelles variétés qui ont été introduites, surtout pour la lutte contre la mosaïque et la suire brune. Et pour le moment, on est très ravis quand on passe dans ces différents sites, que ce soit dans la plaine de la Ruzizi ou bien à Kabare. On sait que ce sont les mêmes variétés qui sont en pleine multiplication et même d'autres projets qui sont en train d'être exécutés dans ces sites, spécialement les projets Picagel. On sait qu'ils s'appuient sur ces différents matériels disponibilisés dans les milieux. Je sais comment fertiliser les sols, comment lutter contre l'érosion, je peux faire la culture en double creusage. Mimi naona vya mzuri surtout hii mbegu balituleteaka. Tunaweza penda hii mbegu itudomine shibote juu hii mbegu haina bugonjwa na hii mbegu ndio yenye iko inatosha miogo ya mzuri. Ndio maana mimi napenda hii seve kama inaweza tusaidia iko inatuletea tu mbegu. Mafanikio yenye nilishaona mkulima niko napata venye nisipataki. Napata miogo ya mingi par rapport na zamani. Bon, en quelque sorte, nous on faisait seulement une association
l'association une fois la saison. Mais avec les techniciens de l'ICB, ils nous ont appris comment on peut associer deux cultures pour une année. Donc, dans un seul champ, on fait l'association 2 fois. Donc, dans un champ, nous récoltons 2 fois, 3 fois d'ailleurs, parce que nous associons les maïs et les maniocs. Et dans les mêmes champs, on y associe aussi une autre variété, une autre légumineuse pendant la saison B. Donc nous, avant, on récoltait seulement une seule fois. Et avec la méthode qu'ils nous ont appris, ça nous a aidé à le faire 2 fois. Bon, normalement, la technique agricole, elle n'est pas bénéfique seulement pour celui qui l'a appris. Elle est aussi bénéfique pour les voisins. Parce que tous les voisins de tous les membres que nous avons, donc, vous devez regarder à côté. D'ailleurs, c'est pendant la récolte. Et il y a même une maman, une vieille maman, qui a pris notre méthode, on était des voisins. Et à la fin, il a demandé aux autres comment ils font. On lui a montré. Elle n'est vraiment vieille, elle ne sait pas prendre les mètres ou la corde pour faire les mesurages, mais elle te dit qu'elle le fait avec ses pieds. Donc un pied, à chaque pied, il met la plante. Et avec notre méthode, elle a copié, elle a appris notre méthode à partir de ses voisinages. Oui, je peux aussi dire que nous sommes très heureux que l'évaluation qui a été faite par un bureau extérieur au VLIR a évalué le programme comme de très bonne qualité et que c'est donc le mérite des équipes du Sud et du Nord d'avoir obtenu un résultat aussi satisfaisant. Tout au long du programme, les membres du personnel de l'université ont eu à bénéficier des différentes formations, donc des masters, des doctorats et des formations spécifiques dans le cadre du programme CUI. Et certains membres du personnel ont été formés dans la rédaction des projets et ils sont en train de mettre en valeur cette formation pour rédiger des projets. Peut-être un élément d'ajout, c'est d'exprimer la satisfaction d'avoir été, disons, partie dans ce processus du programme de la coopération universitaire institutionnelle, dont le bénéfice pour l'université s'est révélé vraiment important. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne chose d'avoir pu participer à ces programmes ici. Mais l'élément que je trouve aussi intéressant, c'est la préparation de manière progressive de la durabilité, c'est-à-dire de la vie de l'université après ces programmes ici. Pour rappel, c'est un programme de 10 ans, mais après les 10 ans, il n'y a pas de renouvellement possible. Mais par contre, on a petit à petit, à chaque étape, envisagé comment, disons, remettre encore un réseau de coopération important après la CUI. Ces coopérations universitaires institutionnelles sont de longs programmes, c'est d'une durée de 12 ans. Donc ça permet quand même de construire des choses et de les rendre aussi durables au fur et à mesure pour que ça puisse rester et pour que l'université elle-même puisse réellement jouer ce rôle d'acteur de développement et d'initiateur de changement. En ce qui concerne l'impact, il y a différentes choses dont on peut dire qu'ils ont eu un impact et peut-être encore pour des années à venir. C'est d'abord naturellement la formation des gens et donc le CUI a quand même, avec cette période de 10 ans, a permis à différentes personnes de faire une thèse doctorale qu'ils ont passée. Il y a aussi eu beaucoup de maîtrise dans notre domaine. Et donc, ce qui est déjà quelque chose qui est une situation pérenne. Pour 20 ans, parfois, on pense que ce sont les infrastructures qui sont le plus durables. Ce n'est pas le cas. Les gens au Congo peuvent travailler plus longtemps
qu'un bâtiment. Si je dois apprécier par rapport à ces projets, donc nous avons une satisfaction totale parce que le programme nous a permis d'arriver jusqu'au, même si on n'a pas encore terminé de la recherche, mais avec ces projets, on n'a pas eu de difficultés à avoir des fonds lorsqu'il fallait faire telle autre recherche. Et donc, chaque fois qu'il fallait, par exemple, exploiter certaines pistes, il y avait toujours ce moyen qui nous permettait de faire les analyses pour aboutir aux résultats que nous recherchons. J'apprécie beaucoup ce programme. Je pense qu'il a produit beaucoup de changements, d'abord au sein des acteurs impliqués. J'ai pu poursuivre le gros de ma formation post-universitaire grâce à ce programme, mais bien au-delà, les communautés avec lesquelles chaque acteur intervient, que ce soit un économiste, un juriste, un médecin, c'est des communautés qui bénéficient énormément d'une masse d'informations, des recherches conduites spécifiques à leur situation. C'est beaucoup de progrès que je doute qu'on obtiendrait facilement par un autre canal. C'est un travail qui m'a permis d'avoir une satisfaction, pas seulement sur le plan de l'avancement en grade, donc la préparation d'une thèse de doctorat, mais ça m'a permis aussi de bien prendre en charge mes patientes ici à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, mais aussi de prendre en charge tous les cas de sepsis néonatale précoce avec beaucoup plus de précautions et beaucoup plus de précision sur le plan de l'écologie bactérienne chez ces nouveaux-nés. Alors si je peux parler de mon cas spécifique, j'ai profité de plusieurs financements, le CREAC, l'USOS et d'autres financements belges ou européens durant ma thèse, qui m'a permis de compléter les fonds que le programme VLIR m'avait accordé. Je pense qu'il y a plutôt une très bonne collaboration entre le VLIR et les autres programmes. Pas une seule fois, je n'ai vu mon appel, ma candidature pour des fonds être rejetée parce que je bénéficiais déjà des fonds VLIR ou quelque chose dans ce sens. Il y a plusieurs synergies avec d'autres projets financés par des organisations belges. Mais tout d'abord, il y a d'autres projets VLIR. Il y a des joints, par exemple. Il y a aussi le programme de ICP Connect, qui était l'Incremental Funding, piloté par l'Université d'Anvers, où l'objectif du programme, c'est de créer un module d'enseignement conjoint sur la gouvernance des ressources naturelles. On a donc l'échange des enseignants. Donc le contenu du module a été conçu conjointement par les enseignants d'Anvers et de l'UCB. En fait, moi, j'ai bénéficié d'une bourse de l'Université catholique de Louvain. Alors, c'était la partie études, donc en Belgique principalement. Donc, mon séjour en Belgique et mon séjour au labo au niveau de l'Université catholique de Louvain. Mais la partie terrain n'était pas financée. Et donc, c'est ainsi que, en collaboration avec les VLIR, donc les projets VLIR qui étaient exécutés, implémentés au niveau de la faculté d'agronomie, c'est à ce niveau-là que j'ai bénéficié d'un appui sur une partie de mes recherches sur terrain. Et donc mes recherches sur terrain concernaient surtout des mesures d'érosion dans les champs des paysans. Et c'est comme ça que donc, cette partie-là, parce que ça a été une partie vraiment très difficile, et donc j'avais vraiment besoin d'un appui financier. Et donc voilà, il y a donc cette première phase qui a été financée par le projet VLIR, mais aussi il y a les analyses des sols qui n'étaient pas prévues aussi dans le cadre de la bourse, qui étaient aussi entièrement financées par le projet VLIR. Tout d'abord,
de savoir qu'il faut travailler et toujours chercher à innover et à améliorer le travail quotidien. Parce qu'à la fin, ce que nous faisons comme travail, comme université, nous devons pouvoir arriver à quelque chose qui bénéficie à la communauté. Donc ce que je peux donner comme conseil, c'est que nos collègues qui sont dans la recherche réfléchissent sur des questions pratiques qui aboutissent à des solutions qui servent essentiellement nos populations. Beaucoup d'anecdotes, Je ne saurais pas comme ça, d'un coup, je ne saurais pas vous les dire. Peut-être il faudrait que je réfléchisse beaucoup. Je dois dire par rapport à ce projet, déjà départ, sa dénomination, c'était le projet Aveillon. Aveillon signifie Angamiza Vizuri Early Onset Neonatal Sepsis. Donc le nom, il est à la fois en swahili et à la fois en anglais. Et c'est un élément qui a suscité beaucoup d'attention auprès des mamans qui venaient pour s'enrôler dans le projet. Et chaque fois, ils posaient des questions. Et il s'est fait qu'un jour, un leader d'opinion leur a demandé de ne pas adhérer à ce projet parce que c'était un projet maléfique parce qu'on prenait beaucoup d'échantillons, beaucoup. On prenait 3 prélèvements au niveau pratiquement génital, on prenait les ongles, on prenait le sang, on prenait le numéro de téléphone, on prenait pratiquement la localisation de la femme, presque toutes les données. Et beaucoup de femmes avaient très peur. Un jour, il y a un prêtre, un leader d'opinion qui a posé la question par rapport au projet, et quand on lui a dit que c'était Angamiza Vizuri, il a dit ah bon, donc c'est en swahili. Et là il a fait pratiquement le lobbying pour nous, et on a pu avoir beaucoup de femmes venant d'un quartier reculé de la ville. Par rapport aux anecdotes, je vais parler d'abord de mon terrain. Donc les terrains que nous avons réalisés, ça a été fait dans la zone de santé de Miti-Moresa, où on devait faire des prélèvements de sang. Alors nous avons été dans une communauté des Pygmées, et là ça n'a pas été facile pour nous d'approcher ce groupe de population. Et je me rappelle que la veille de notre arrivée, il y a eu un chef du village qui avait communiqué qu'il y a des gens qui viennent, ils vont prélever ce sang et ce sang sera vendu en Europe pour que nous ayons de l'argent, et après on reviendra vers eux pour leur injecter des produits, les produits qui vont exterminer cette population. Et ça avait quand même perturbé notre enquête, parce que cette population était un peu réticente et on n'avait pas compris d'où étaient venus ces messages, comme quoi on prenait 100 millilitres de sang alors qu'on devait prélever dans des petits types de 5 millilitres. Mais eux, ils savaient que comme on avait une boîte isotherme et que c'est là qu'on récupérait l'argent, le sang, et ce sang, on allait le vendre en Europe pour avoir de l'argent, et eux, ils vont être exterminés. Donc ça, c'est quand même une expérience que nous avons vécue dans cette population qui avait presque catégoriquement refusé qu'on puisse prélever du sang auprès de leurs enfants. J'ai une anecdote assez particulière, je dirais. J'ai eu à conduire des études sur la santé des creuseurs et autres personnes vivant dans la ville minière de Kamituga. Et pour cette étude, je devais récolter du sang, des urines. Jusque-là, ça va, mais aussi des cheveux et des ongles. Et les croyances traditionnelles de ce milieu ont vraiment un fort ancrage dans la sorcellerie. Et donc, je pense que ça n'arrive pas beaucoup à des chercheurs, mais je crois qu'avant de devenir docteur en sciences, j'ai eu l'occasion de devenir très grand sorcier aux yeux de beaucoup de personnes.
Maintenant que je suis recteur, je voudrais évidemment remercier le VIOS pour ce soutien de long terme que nous avons bénéficié. Ça, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Donc d'exprimer la reconnaissance de notre université, de la communauté. Et je crois qu'on en verra les résultats dans les années qui vont venir.